That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, je renoue le dialogue avec quelqu'un qui était déjà venu il y a quelques mois de cela pour parler d'un livre qui s'appelle La petite géographie réinventée de Léos Carax, édité chez Marest. Ce quelqu'un, c'est un auteur, c'est un journaliste écrivain, il s'appelle Jérôme Destet et il revient aujourd'hui pour nous parler d'un cinéaste que je ne connaissais pas du tout, sauf de réputation, et dont je n'avais pas vu les films. Donc pour moi, ça a vraiment été une découverte, je tiens à le dire. Le cinéaste, c'est Ira Sachs, je crois que j'espère que je l'avoir bien prononcé. Le livre, c'est Ira Sachs, La tendresse durera toujours, et c'est édité chez Aedon. Je remercie le service de presse de Aedon. Comment vas-tu, Jérôme? Écoute, comme tout le monde, je crois, en ce moment, avec des hauts et des bas, mais aujourd'hui, c'est plutôt un bon jour, donc c'est bien qu'on se parle aujourd'hui. Voilà. Tu Bon, m'avais bah, dit tant déjà mieux, la tant mieux. dernière fois Est-ce que que tout le monde te disait que ça allait bien, donc je te le dis quand il y a des petits bémols. Voilà. Voilà, mais Parfait. alors, est-ce que j'ai bien prononcé le nom et le prénom de ce cinéaste que je ne connaissais pas du tout avant de lire ton livre? Ah bah oui, oui, Ira Sachs, à la française, hein, il n'y a pas comme il tourne en Amérique et en France dernièrement, je crois qu'on peut le prononcer des deux façons. Bah, Voilà. je te pose cette question qui a l'air d'être vraiment extrêmement banale, mais en même temps qui veut dire quelque chose dans le sens où si je dis par exemple que c'est un cinéaste qui n'est pas si médiatisé que ça, qui est vraiment très intime, très discret, et est-ce que tu serais d'accord avec moi? Et deuxième question qui viendrait juste après, est-ce que le fait d'avoir écrit un livre sur cet auteur, on va en parler de l'intériorité, de la structure, de tout cela, parce qu'il y a aussi un dialogue avec l'auteur juste à la fin du bouquin. Est-ce que ça a, comment dire, sensibilisé bon nombre de nos confrères et consoeurs à vouloir en savoir davantage sur ce cinéaste? Alors, un cinéaste confidentiel, c'est un cinéaste qui tourne quand même depuis 30 ans, mais on va dire que bien que ses premiers films n'aient pas été diffusés en France, il, il a une petite notoriété qui se construit de plus en plus, jusqu'à son dernier film Frankie, qui est avec Huppert, qui avait été sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes. Donc c'est un auteur qui a de plus en plus de visibilité, mais qui n'est pas en effet connu par le plus grand nombre. Et pour revenir à ta question, à savoir si le livre a sensibilisé beaucoup de mes collègues, c'est un livre qui a eu du mal à exister, forcément, parce que quand on choisit un auteur qui n'est pas connu par tous, on n'a pas, il est pas facile de le faire exister. Alors je l'ai écrit sans penser à un éditeur particulier. J'ai eu la chance que Aedon, la maison de production, j'allais dire de production, tu vas comprendre pourquoi après, la maison de publication de la 7e Obsession me suive là-dessus, parce que c'est un auteur que la 7e Obsession, le magazine pour lequel j'écris, a toujours suivi, toujours défendu, donc ils m'ont suivi. Et puis une fois que le livre a été écrit, que les contrats ont été signés, on a eu la chance, mais ça c'était indépendant, donc j'ai pu écrire mon livre en toute liberté. On a eu la chance que Saïd Ben Saïd, le producteur de Zax, mais aussi tu connais, voilà, de grands producteurs de Paul Verhoeven, de Brian De Palma, nous aide à le financer, ce qui était pas rien. Après, je n'ai pas répondu à ta question. Est-ce que ça a sensibilisé plus de mes collègues? Les journalistes sont un peu frileux quand un cinéaste n'a pas d'actualité, ce qui est le cas de Zax, puisque son prochain film Passage avec Adèle Exarchopoulos et Franz Rogowski, toujours produit par Saïd Ben Saïd, ne sera pas prêt pour Cannes, mais peut-être pour Venise. Donc là, il n'y a pas d'actualité. Donc oui, non, ça n'a pas été très facile le livre n'a pas été très facile à faire exister, même si, voilà, il a été le conseil du Masque et la Plume, par exemple. Je remercie Xavier Le Herpeur à cet effet. Voilà. Dans le descriptif de cette vidéo, juste je rappelle quelque chose de très anecdotique, mais très important en plus de cela, c'est que vous trouverez un lien, vous cliquez dessus et vous pouvez vous procurer ce livre après nous avoir écouté pendant une demi-heure.
première véritable question cette fois-ci, Jérôme. J'aimerais bien savoir, toi, comment c'était à quelle occasion que tu as rencontré l'univers de ce cinéaste. C'était par quel film et c'était surtout, c'était quand exactement? Le premier film de Zach que j'ai vu, je crois que c'était Keep the Lights On. J'avais aimé le film, mais bon, voilà, j'avais pas forcément. J'avais découvert un cinéaste, mais il fallait que je fasse. Oh non, j'allais dire qu'il fallait qu'il fasse ses preuves. Il fallait qu'il marque un peu plus mon esprit d'une autre marque. Non, c'était à la présentation pendant le festival de Berlin de Little Man, Brooklyn Village. Que vraiment, entre-temps j'avais vu Love is Strange, que vraiment je me suis dit que c'était un cinéaste qui, avec cette trilogie new-yorkaise, arrivait à vraiment commencer à marquer de sa petite trace, et avait un univers bien particulier, loin de l'esbrouf et loin des codes du cinéma indépendant tels qu'on pouvait les connaître. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser et à penser à lui. Pendant un séjour à New York, je l'avais contacté parce que j'avais écrit un livre sur Jean Eustache et je savais qu'il était très influencé par mes petites amoureuses, par exemple, pour un autre projet qui n'a pas existé. Mais il avait très gentiment répondu, on était resté en contact. Ça, c'est vraiment à chaque fois les metteurs en scène américains, pour ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ils sont toujours prêts quand on leur écrit, qu'on leur demande, qu'on leur montre qu'on s'intéresse à leur travail, de nous rencontrer, de nous donner des documents. Ce qu'a fait Ira vraiment pour ce livre énormément. Il nous a donné plein de photos, des extraits de storyboard. Enfin, il a vraiment coopéré à fond sur le projet. Et voilà. Et lentement, j'ai commencé à me dire qu'il serait intéressant. Après Frankie, qui donc comme je te le disais, a été présenté au Festival de Cannes. Il n'a pas été bien reçu, peut-être parce que voilà, c'était le premier film en compétition officielle, qui avait Isabelle Huppert, que les gens étaient un peu la presse qui l'avait toujours soutenu, comme les Cahiers l'ont bien reçu. Les Cahiers ont bien reçu Frankie, mais je pensais pas imposer un rock qui était toujours intéressé par Zach. Là, tout le monde faisait un peu la fine bouche, alors que moi, quand je l'ai vu, j'ai été bouleversé. Et c'est là où vraiment j'ai pris la décision d'écrire ce livre. Mais c'est ça, en fait, que je voudrais savoir. C'est quoi, quand tu parles de bouleversement, quelle est la manière qu'il a dans sa mise en scène, cette manière qui t'a bouleversé? C'est quoi exactement? C'est un art très mesuré, très pudique. Ce que j'aime, c'est qu'il allie son amour du théâtre. Par exemple, il est très influencé, au départ, il est très influencé par Cassavetes, mais pas du tout dans le sens caricatural qu'on peut voir chez certains cinéastes indépendants. Et de l'autre côté, il est très influencé par le cinéma européen et le cinéma asiatique. Par exemple, Little Man est vraiment sous l'influence d'Ozu. Il est très, très, très. Je pense que son dernier film, sans l'avoir vu, mais j'ai vu des photos, puis on en a un petit peu parlé, est vraiment sous influence de Piala. Donc voilà, le fait que deux courants, deux influences de pays différents se rencontrent, le fait aussi qu'il traite de thématiques comme la gentrification, comment l'argent, comment la marge, comment exister, comment dans l'espace, comment arriver à ne pas disparaître aujourd'hui dans la jungle que sont les villes et du capitalisme, qu'il montre frontalement aussi le sexe, l'argent. C'est les choses qui m'intéressaient énormément. Non. Est-ce que dans son système de fabrication de films, est-ce qu'il y a ce côté très bricoleur, non pas forcément bricoleur, pardon, très artisan, et qui renvoie comme ça une certaine idée du cinéma, pas une forme de pureté, mais quelque chose qui se rapprocherait on va faire ce film-là comme si c'était le premier, voire même le dernier, et qu'à chaque fois, les films qu'il fait, c'est un peu cela. Il a aussi une manière de bien penser, de bien questionner, de prendre le temps de travailler le scénario et de travailler
tous les niveaux aussi de fabrication du film. Le fait que ça soit une espèce d'artisan, est-ce que c'est quelque chose qui te ramène aussi à une idée que le cinéma, ça ne peut pas forcément être ça aujourd'hui, ou ça n'est plus ça aujourd'hui? Oui, voilà, ça c'est clair. Et je pense que c'est aussi pour ça que Zax n'a pas disparu comme bon nombre de ses confrères indépendants. Je pense à des cinéastes pourtant géniaux comme Al Hartley ou voilà, par exemple, qui ont un peu disparu des écrans radars. Artisan dans le sens qu'il est de toutes les étapes de la fabrication d'un film, c'est-à-dire qu'il est déjà, à l'exception des 2 derniers films, donc le prochain puis le dernier qui sont produits par Saïd Ben Saïd, mais il était son propre producteur, il écrit les scénarios, il est monteur du film, il est bien sûr réalisateur, et ça c'est vraiment une manière artisanale de faire du cinéma. Qu'il a été aussi approché par les studios. Il a travaillé pour les studios puisqu'il a fait un film qui s'appelle Married Life avec Pierce Brosnan, dont il est ressorti un peu mari. Bien que le film c'est un joli film, c'est vraiment un très joli film. Il a pas du tout vendu son âme en faisant ce film, mais il a aussi été approché par Netflix, par les grands studios, et non, il a toujours gardé le cap, et en continuant à croire, voilà, un cinéma, comme tu disais, artisanal. Ça me touche beaucoup. Quand tu sors donc de la production de Frankie, tu te dis il faut faire ce livre-là. Est-ce que tu avais déjà une idée de comment tu voulais travailler la structure du livre? Est-ce que pour toi déjà c'était évident qu'il fallait que ce livre se termine sur non pas un entretien, mais plutôt un dialogue avec le cinéaste lui-même? Alors je me suis posé la question longtemps parce que j'ai écrit pas mal de bouquins et j'ai toujours refusé de rencontrer les cinéastes, peut-être par peur, mais aussi parce que j'avais pas envie d'être influencé ou qui remettent en cause ce que j'avais écrit. Et là, ce sont vraiment 2 choses complètement distinctes. C'est-à-dire que j'ai écrit le texte dans un premier temps, sans le soumettre à Ira. Et après, on s'est rencontrés. J'ai préparé des questions pour pas qu'elles recoupent ou ce que j'avais déjà écrit, mais il a jamais eu un droit de regard, il a jamais demandé à voir le texte que j'avais écrit auparavant, et j'ai l'impression que voilà, ce très très long entretien de plus de 60 pages vient compléter le texte et les béances peut-être, ou ce que j'avais laissé en friche, en marge, enfin en suspens. Et la structure du livre, c'est-à-dire, alors il faut savoir, il y a 3 chapitres. Le premier chapitre s'intitule L'espace partagé, le territoire disputé. Et le second, c'est l'intimité vraie. Et le troisième chapitre, c'est l'entretien. Comment tu as travaillé cette structure des 2 chapitres? Comment ça s'est fait? Est-ce que bon, tu as vu ou revu tous ces films, ça j'en doute bien. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment attaquer frontalement un cinéaste de cette trempe-là? Comment tu t'en es emparé? Et en plus de cela, je crois comprendre, j'imagine aussi que ce sont vraiment des films qui te parlent, qui te regardent. Donc déjà, il y a aussi une part d'émotion, de subjectivité qu'il faut mettre peut-être de côté pour ne pas... parce que c'est pas si évident, quoi. Il faut être aussi un peu objectif. Comment tu as travaillé cela? Alors c'est inconscient, je sais pas si je suis très honnête, je vais pas forcément bien répondre à ta question, mais peut-être en partant, parce que c'est un cinéaste qui vraiment revendique ses influences. Donc bon, l'espace, c'était quelque chose qui me paraissait clair, puis qui m'intéressait aussi parce que quand je travaille sur les cinéastes, j'aime bien, par exemple, pour le Carac, j'avais travaillé avec Reverdy, j'aime bien travailler aussi avec des auteurs, des écrivains. Et là, j'ai pensé à Pérec. Ensuite, le temps, la temporalité, parce que c'est un cinéaste, donc j'ai parlé des influences qu'il revendiquait, comme celle de Cassavetes ou de Piala, mais il y a le cinéma de Chantal Akerman qui pour lui est très très important. Et puis l'intimité, il a été très très marqué par le cinéma. Ça aussi, ça serait bien qu'un jour un livre soit écrit, parce que je pense qu'il y aura jamais plus de 3 films, mais par le cinéma de Jacques Nolot. Et en particulier Avant que j'oublie. Voilà, c'est un cinéaste qui quand il a découvert Avant que j'oublie, il a été bouleversé, et puis ça l'a aidé peut-être à rendre son cinéma encore plus frontal qu'il n'était avant.
Voilà. Donc je crois que la structure inconsciemment s'est un peu construite autour de ces figures tutélaires que lui-même revendique. Voilà. Écoute, je vais me permettre vraiment une petite digression très subjective. En 1998, je faisais partie du prix de la jeunesse au Festival de Cannes et on avait découvert L'Arrière-Pays de Jacques Nolot. Moi, c'était la première fois que j'ai découvert un film de Jacques Nolot. Je crois même que c'était la première fois que je voyais C'était son premier, je crois. C'était son premier, voilà, de toute façon. c'était son premier long métrage. Mais je veux dire, je ne savais pas qu'il avait été aussi scénariste et acteur pour Téchiné, pour Vecchiali, tout ça. C'est beaucoup plus tard que je l'ai su. Et j'avais été tellement bouleversé par le film que je m'étais battu, mais de genre, c'était un de mes collègues qui était avec moi s'appelait, que tu dois connaître certainement, Dick Tomasovic, qui est maintenant devenu ce qu'il est. Et on s'était battu, lui et moi, et il avait eu le prix. Donc, c'est bien. C'est très bien, ouais. Nolo, d'ailleurs, si des gens qui connaissent Jacques Nolot pouvaient, je ne sais pas si Jacques Nolot sait que Ira Sachs a été si influencé par son cinéma, peut-être lui passer le message par ta chaîne de télévision, qui sait. Voilà. Sait-on jamais. Je voulais aussi savoir, par rapport à la première partie, tu parles beaucoup de ça. Pour toi, c'était une évidence par rapport à la scénographie, par rapport à l'espace, quelque chose comme ça, le rapport à la ville. Est-ce que, dans les films d'Ira Sachs, est-ce que le territoire, la manière qu'il a de filmer le territoire a des répercussions aussi sur sa construction narrative, sur comment raconter l'histoire de ces films? Est-ce que ça a une répercussion? Alors, je vais encore une fois un peu tricher en répondant à ta question. C'est un cinéaste qui vient de Memphis, donc du sud, et qui, dans un premier temps, ses premiers films se passent à Memphis, en tout cas les deux premiers. Et c'est un cinéma qu'on pourrait qualifier peut-être d'assez sensitif au départ, qui était assez marqué, lui-même le dit, par un certain cinéma asiatique. Il regardait beaucoup les films de Tsai Ming-liang, de Wu Xiaoxian, de Claire Denis. Et puis c'est un cinéaste quand il s'est installé à New York et qu'il a fait sa trilogie new-yorkaise, qui est devenu, en tout cas c'est lui qui le dit, peut-être pas plus narratif, mais c'est ce vers quoi il tend. Si tu veux, il dit qu'il s'éloigne de plus en plus des figures un peu imposées du cinéma indépendant, et qu'il a envie d'aller vers plus de narration. Et la ville, en tout cas dans la ville de New York, bien sûr définit la structure, puisqu'elle est un personnage à part entière, et puis aussi les personnages se battent pour pouvoir rester dans le cadre, puisque c'est un cinéma de la disparition, puisque voilà, dans Love is Strange ici, on a affaire à un vieux couple homosexuel qui ne peut plus payer son appartement et doit se séparer jusqu'à la disparition de l'un des deux. Et dans Little Men, Brooklyn Village, c'est l'amitié de deux enfants qui est mise en danger par un problème de gentrification, encore une fois. Mais ce qui est incroyable, c'est que en lisant le livre, en t'écoutant parler aussi de ses inspirations, de ses références, il y a un moment d'ailleurs dans le livre où tu en parles beaucoup de ce cinéma français des années 90. Ouais, c'est ça, on a cette impression que ce qu'il fait largement penser à ce qu'ont pu faire ces cinéastes de cette nouvelle vague qu'on a appelée dans les années 90, Lebowski, Desplechin, tout ça. Ils ne sont plus aujourd'hui, enfin, leur cinéma a complètement changé aujourd'hui. Et il cite un moment. Oui, pardon, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je crois que tu allais dire ce que. Il cite une série qui, je crois, à mon avis, pour moi, ça a été fondamental. Je veux dire, ça fait partie de mon ADN. Exactement. Ouais. Alors c'est ça. Donc il a été très marqué par cette série d'Arte initiée par Pierre Chevalier, je crois, dans mon souvenir. Tous les garçons et les filles. Ce qui est très beau, c'est qu'il raconte avoir vu les filles avec Kelly Reichardt. Donc quand même, j'aime bien. Et voilà, que ce soit Les Roseaux Sauvages, Travolta et moi, L'eau froide. Alors comme les Américains, donc nous. Les Français ont fait toujours un peu la fine bouche devant le cinéma d'Olivier Assayas. Lui revendique vraiment Assayas comme une figure tutélaire et comme quelqu'un qu'il aime beaucoup. Bon, il a été très proche à un moment de Maggie Cheung, qui était
la compagne d'Assayas, et par Rupert aussi, il connaît bien Assayas, mais il revendique vraiment le cinéma d'Assayas comme quelque chose de marquant. Et je crois qu'Assayas d'ailleurs le conseille parfois. C'est lui qui lui a conseillé de prendre Jérémy Régnier et Pascal Grégory pour Frankie, après avoir tourné avec eux. Voilà. Tout ça pour revenir à cette série, Tous les garçons et les filles, qui l'a beaucoup marqué. Ouais. Ouais. Mais alors, avec le recul, ce que j'aimais bien dans cette série, et qui j'imagine doit aussi, et qui a aussi, à mon avis, doit avoir des connexions avec le cinéma d'Ira Sachs, c'est que la politique, et tu en parles dans le livre, et tu l'évoques dès le début de l'émission, avec le capitalisme et l'argent, en fait, elle se traduit par la façon qu'ont ces personnages de se mouvoir, de réagir face à des situations. Leur corps est politisé, c'est plutôt ça. Ce ne sont pas les discours qui font que, c'est plutôt comment eux, ils réagissent ou ils agissent. Ils sont dans l'activité. Ouais, complètement. Bon, il y a cette influence, et puis je crois qu'il est très influencé aussi par les grands auteurs du 19e siècle de la littérature américaine, comme Henry James ou Edith Wharton, qui ont toujours j'ai envie de dire même la littérature française du 19e siècle, quand on regarde chaque objet a un prix, enfin c'est l'argent est j'allais dire est appelé par son nom, enfin on dit ce que coûtent les choses, et on montre en effet comment elles changent les êtres, les histoires, les rapports entre les êtres. Mais dans ces conditions-là, est-ce qu'à un moment ou à un autre, le film finit par devenir un peu moralisateur? Non, jamais. Non, jamais. C'est absolument pas un cinéma moralisateur. C'est un cinéma qui n'est pas cynique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une trouée lumineuse à la fin, un espoir, mais il montre vraiment les choses de manière frontale. Alors, non, c'est pas du tout un cinéma moralisateur, mais par contre, ce n'est pas du tout un cinéma cynique. C'est-à-dire que chacun a ses raisons. C'est-à-dire que même les personnages les plus noirs en apparence ont des zones de gris, et c'est un cinéma de dégradé de gris dans ces cas-là, pas du tout de blanc et noir. Je sais pas si tu l'as fait exprès, mais en tout cas dans le livre, il est très souvent question de Renoir, et là tu viens de citer cette fameuse phrase de Jean Renoir qu'on trouve dans la règle du jeu. Mais là, pour le coup, la règle du jeu annonce toujours le film annonce quand même une situation qui va être tragique. Alors que quand je lis le bouquin, parce qu'encore une fois de plus, je parle je n'ai pas encore vu ces films, mais quand je lis le bouquin, on comprend que quoi qu'il arrive, ça se finit plus ou moins bien, les films, même si c'est une situation qui est très difficile. Je sais pas ce que tu appelles bien, puisque, en tout cas, on va vers une lumière, un apaisement, parce que Frankie se termine quand même par la mort annoncée du personnage d'Isabelle Huppert, qui est condamné depuis le début, ou Love is Strange se termine par la mort et la disparition. La mort est très présente. En plus, c'est un cinéaste qui a été très marqué par les années SIDA, donc qui a tourné après ce film dont je te parlais avec Pierce Brosnan pour les studios. Il a décidé de se remettre complètement en cause, et pour 2000 €, il a tourné un court-métrage qui s'appelle Late Address, où il filme toutes les façades d'immeubles d'artistes morts du sida à New York. Donc non, là c'est quelqu'un qui filme de manière très frontale et sans affaîtrie, mais aussi ne contente pas le problème de la mort, de la disparition, que ce soit des êtres ou d'une ville, puisque New York est filmé comme une ville en train de se transformer en expulsant ceux qui ne peuvent pas se la permettre, entre guillemets. Alors, je me suis mal exprimé quand je parlais de ça. Je voulais surtout, parce que je me rappelle d'une phrase, page 95, où tu dis, même quand les histoires ont une fin, même quand l'un des deux est appelé à disparaître, une autre histoire naîtra alors, qui prendra le pas sur la précédente. En fait, c'était de cet aspect-là dont je voulais parler, et je m'en excuse si j'ai pas été très clair. Non, d'accord, j'ai compris. C'était oui, tout à fait. Dans Love is Strange, ce qui est génial, c'est que au moment de la disparition d'un des deux personnages principaux, il fait rentrer la jeunesse dans le plan, et
et une jeunesse qui part en skateboard dans les rues de New York vers une lumière. Donc en effet, oui, il y a toujours cet espoir, mais absolument pas il n'y a pas de morale, hein, il n'y a pas de morale. Enfin, est-ce que le style de Ira Sachs se démarque d'un visuel très fort, d'un esthétisme très prononcé, ou est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de la discrétion, comme dans le naturalisme par exemple, où on appelle ça une forme d'invisibilité dans la mise en scène? Ouais, on est là-dedans. On est là-dedans. On est aussi dans une manière de filmer. Alors, tu sais, on disait à propos du cinéma de Ozu qui filmait à hauteur de tatami. Chez Zax, on pourrait dire qu'il filme à hauteur de table. Il y a beaucoup de plans déjà d'intérieur, d'appartement, mais aussi de repas, comme chez Piala. Oui, on est dans un art pudique, dans un art discret. Il y a absolument aucune esbrouffe. Un art mesuré, si tu veux. Voilà, moi ça me plaît beaucoup, ça me touche. Ça touche. Et donc, j'imagine très bien qu'il y a une forme d'empathie de la part du cinéaste pour ces personnages, pour tous ces personnages. Complètement. Et puis j'ai envie de te dire que le cinéaste, pour avoir passé quelques jours avec lui pour cet entretien, et puis être un peu en contact avec lui, ressemble à ses films. C'est quelqu'un qui, c'est pas joué, qui s'intéresse aux autres et au monde. Et puis dans ces films, il y a aussi cette idée de communauté, et puis quasiment d'utopie. Alors, par exemple, il s'agit de familles reconfigurées, de groupes de marginaux qui se mettent ensemble. Et il a fait ça lui-même, par exemple, en créant avec des cinéastes comme Laurent Canté ou Jonathan Noceta ou Karim Jesus. Donc il y a un très beau film en ce moment sur Arte que je conseille. Arte, exactement. Génial, magnifique film sur la Kabylie. Ils ont créé un collectif de cinéastes. Donc c'est quelqu'un qui est très intéressé par l'idée de communauté, de groupe. Donc il y a un lien très fort avec cette nouvelle vague quand même. Il y a quelque chose d'assez fort. Mais c'est un cinéaste américain ou c'est un cinéaste européen, ce Ira Sachs? Alors, j'ai envie de te dire si je dis alors, on le qualifie un peu souvent dans la presse de cinéaste new-yorkais. Alors, parce qu'il a fait cette trilogie new-yorkaise, et puis c'est quelqu'un qui filme New York. En même temps, je te disais qu'il venait de Memphis, qu'il avait quand même, ses 2 premiers films étaient empreints de ses racines du Sud, d'ailleurs, qu'il asiatise presque, parce que quand on voit le premier film de Delta, on a l'impression d'être dans ces films asiatiques des années 90, c'est assez impressionnant. Cinéaste européen. Alors, c'est difficile à dire. Il est entre les 2 continents. Le dernier film, donc, est tourné qu'il a tourné avec Adèle Exarchopoulos, Franz Rogowski, l'acteur de Christian Petzold, et puis j'ai un blackout, l'acteur anglais qui joue Q dans James Bond et qui joue dans oui, voilà. Oui. Et oui, mais on a un petit trou. Bon, c'est un film qu'il a tourné en France, donc je pense en français. Oui, je sais que c'est en français. Hein. Enfin, en tout cas, peut-être même dans les 2 langues. Voilà, ni cinéaste américain, ni cinéaste new-yorkais, ni cinéaste européen. Ira Sachs. Voilà, entre plusieurs continents, entre plusieurs arts et entre plusieurs influences. Et parlons de ces influences-là, est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien aussi les montrer, ces influences dans ses films, et le rôle de l'artiste ou le rôle de l'art dans ses films, est-ce que c'est un élément fondamental? Ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait, la plupart de ces films, on peut parler d'art dérivatif, puisque la plupart de ces films prennent comme point de départ un film qui a déjà existé. Par exemple, pour Love is Strange, il s'est beaucoup inspiré de 2 films de Leo McCarey. Pour Little Man, Brooklyn Village de Bonjour d'Ozu, de films de Satyajit Ray. Donc après, il s'inspire du film, de la structure, et puis il en fait son propre film. Mais il ne cache absolument pas ses influences. Au contraire, il les revendique. Il joue avec. C'est très intéressant, ça. Assez rare. Et donc ces films, est-ce que ces films disent quelque chose de la société américaine ou finalement ça finit par dire quelque chose plutôt du rapport que
du rapport qu'il entretient avec le cinéma, ou même de l'état des lieux du cinéma? Ni l'un ni l'autre. En fait, comment te dire, c'est un cinéma assez universel, assez intemporel aussi. On est dans un espèce de présent qui n'est pas marqué. Même dans Married Life, toujours ce film avec Pierce Brosnan qui se passe dans les années 50, il y a quelque chose d'assez intemporel et d'assez universel, donc ni américain mais par contre c'est un cinéma, comme je te disais, influencé par le cinéma de Chantal Akerman et le cinéma de Jacques Nolot, qui est très personnel, très personnel. Chacun de ces films part donc non seulement d'une structure de film qu'il a vu, mais aussi d'événements qu'il a vécu lui-même. Par exemple, ce film Keep the Lights On, qui est l'histoire de sa relation avec un écrivain qui lui-même, c'est très intéressant, c'est assez rare d'ailleurs, je crois en art. Donc son ex a lui écrit un livre sur leur relation et c'était quelqu'un qui était addict au crack et sur son addiction au crack, et lui, si tu veux, c'est comme une sorte de réponse sans en être une, filmique, donc avec la perspective de l'autre, la sienne, sur cette histoire. Donc, et ça donne deux œuvres complètement différentes et qui se respectent d'ailleurs l'une et l'autre, puisque l'un et l'autre, lui aime le livre de son ex, et inversement l'ex, je crois, aimait le film. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je vois ça, que la littérature contre, je sais pas, mais en tout cas avec le cinéma. Écoute, je voudrais quand même terminer sur quelque chose de très important, parce qu'on parle du cinéaste, on parle du style du cinéaste, on parle du livre, du chapitre, mais ça serait bien aussi de parler un peu du style, c'est-à-dire le tien aussi, et comme dans les films d'Ira Sachs, en tout cas c'est ce que tu dis dans le bouquin, on apprend beaucoup de choses en observant leur regard à ces personnages. J'aimerais juste te lire un extrait, c'est toujours la page 95, juste pour que les personnes qui nous écoutent aient un aperçu du style qui, à mon avis, a un lien très fort aussi avec les films. Tu écris: les films d'Ira Sachs sont affaires d'affinité, d'intimité, l'expérience intime pouvant être différente de la relation intime, selon David H. Olson, la première se jouant sur un seul terrain et pouvant se limiter dans le temps, à une relation d'une nuit par exemple, à une rencontre furtive, radiographiant l'amour et ses pulsations sous tous les angles, toutes les formes, dans toute leur singularité. L'amour que Sachs filme pour ce qu'il représente pour tout à chacun, celui qu'on vit, qu'on choisit de transmettre ou de laisser en héritage, un amour de couple, hétérosexuel, homosexuel, amical, charnel ou pas, silencieux, et qui passe par les petits gestes, les regards, familial, communautaire, artistique. Un amour qui, s'il est douloureux, solitaire dans ses premiers films, devient plus solaire après Keep the Lights On, toujours aussi insondable, mystérieux, mais de plus en plus fort, indestructible même. Un amour de la beauté aussi, de la transparence, de la vérité, de la justice, qui fait tenir l'édifice, soude, rassemble, crée la communauté, le vivre ensemble, peut être le seul rempart contre les épreuves, le capitalisme sauvage, la mort, même s'il ne signifie en aucun cas l'échappatoire, voire la solution. Love Streams, donc ça c'est le film de Cassavetes, pour ceux qui ne savent pas. Love is Strange, qui est aussi une chanson de Mickey and Sylvia, une très belle chanson, et Love is Magic. Cette tendresse qui durera toujours, car elle fait partie de la vie normale, quotidienne, même quand les histoires ont une fin, même quand l'un des deux est appelé à disparaître, une autre histoire naîtra alors qui prendra le pas sur la précédente. Sans vouloir rentrer dans l'intimité, j'ai cette impression que cette rencontre avec les films d'Ira Sachs, pour toi, ça a été très important, et ce livre devait être une continuité logique, en fait. Comme si c'était une manière aussi de leur dire merci avec ce livre. Je crois que oui, de toute manière, je crois que quand on décide de passer 1 ou 2 années avec un cinéaste, c'est parce que c'était peut-être le bon moment, et parce que c'est une manière en effet de le partager avec les autres, et de dire merci au cinéaste, oui. Alors après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'écrire sur des cinéastes qui sont complètement différents. C'est-à-dire que, par exemple, entre Carax et Sachs, il y a assez peu de points communs, ou entre Zulawski et Barbet Schroeder, il y en a assez peu. Mais oui, en effet, c'est des rencontres à des moments, oui, voilà. Je crois que c'est ça, un livre sur un cinéaste, sur le travail de quelqu'un d'autre. Oui. C'est pour dire merci, puis c'est pour le partager avec les autres, ça c'est sûr. Oui.
Airasax, la tendresse durera toujours. C'est édité chez Haydn. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez toutes les informations pour pouvoir vous le procurer. Merci Jérôme d'avoir accepté de revenir sur ce livre. J'imagine que tu es en train de travailler sur un autre. Tu es un staccanoviste de la littérature. J'ai cru comprendre cela. Complètement un autre style. Voilà. Donc, voilà. Là, si tu me dis les tuches, là, j'ai envie de te dire bravo. Écoute, je sais pas si on a envie de leur dire merci, mais en tout cas, merci à toi, Samir. Merci beaucoup. Et bravo pour ton émission. Bravo pour ton émission. Ah, moi, vous savez, c'est grâce à vous que j'existe. Hein. Si vous ne faites rien, je ne peux rien faire, en tout cas. Merci, c'était un plaisir. Et encore une fois, à très vite. Je ne mets pas de point final. Je mets 3 points de suspension pour le prochain livre. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Salut. Merci beaucoup. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle